Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de la chaîne. De l'apparition de la féodalité au Haut Moyen-Âge, à la chute brutale de la société d'Ancien Régime en 1789, le territoire français, même si dire français, n'a pas de sens pour la majorité de cette période. Est morcelé en des milliers de châtellenies, baronnies ou autres seigneuries aux dénominations différentes. Ces entités de base sont généralement placées sous la juridiction d'un comte ou d'un duc, voire directement sous celle du roi de France. En parlant du comte, celui-ci était originellement nommé par le roi afin d'administrer une région, et il était secondé dans cette tâche par un vice-comte devenu vicomte. Ainsi, je vais vous parler de la vicomté de Lautrec, son essor et sa chute, au travers d'un de ses châteaux les plus imposants, le château d'Ambre. Une vicomté est originellement une entité juridique, où le vicomte est nommé par un duc ou par le roi. Avec la féodalisation, les vicomtes transforment leur charge simplement juridique en un véritable fief seigneurial. Ils conservent leurs droits de justice, mais s'arrogent aussi bien d'autres pouvoirs, comme celui de lever des impôts, par exemple. En fait, les vicomtes s'émancipent de l'autorité des comtes, bien qu'il existe toujours une relation de vassalité, et ils créent bien souvent des dynasties héréditaires, et ils ne sont donc plus nommés, mais transmettent leurs charges à leurs descendants. Le vicomte est donc devenu en quelque sorte un seigneur parmi les autres. La vicomté de Lautrec apparaît à cette époque de féodalisation, sans avoir été auparavant une entité juridique. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour ce qui est du château d'Ambre, il a aujourd'hui totalement disparu. Mais il se dressait auparavant sur une petite colline, là où se tient aujourd'hui le village, juste au nord de Lavore. Il est mentionné pour la première fois au XIIIe siècle, dans un acte notarié, le testament de Frottard III, vicomte de Lautrec. Celui-ci, rédigé en 1219, cite un de ses deux fils, Sicard, sixième du nom, comme héritier du château d'Ambre. Néanmoins, il y a là une petite particularité, qui réside dans le fait que Sicard VI n'est vicomte de Lautrec que pour moitié. La vicomté est donc totalement morcelée. Pourtant, tout avait commencé pour le mieux. Elle a été fondée en 940 autour du château de Lautrec, aujourd'hui disparu lui aussi, et elle a eu pour origine Sicard, aujourd'hui connu sous le nom de Sicard Ier, membre fondateur de la famille de Lautrec et fils présumé du vicarius d'Alzone, Bernard Hatton. Un vicarius, aussi appelé viguier, administre une région au nom d'un comte. En l'occurrence, Bernard Hatton administre Alzone, connu sous le nom de Vicaria Ausonensis, fondé dès le IXe siècle, au nom du comte de Toulouse, tout comme son père, Hatton Ier, avant lui. On aurait là une origine très illustre, puisque Bernard Hatton est connu comme étant le père d'Hatton II. Un des membres fondateurs de la maison Trencavel, une famille dont on reparlera forcément sur la chaîne. Ainsi, Bernard Hatton, à l'origine simple vicaire, taille de grands domaines dans l'Albigeois, qui correspondent à l'ensemble à l'actuel département du Tarn sans la région de Lavore, qu'il confie à ses fils. La partie septentrionale, donc le nord, autour d'Albi et d'Ambialé, devient l'apanage d'Hatton II. La partie méridionale, donc le sud, revient à Sicard, qui s'établit au château de Lautrec, comme dit précédemment. Pour en revenir au Lautrec, la succession est d'abord aisée à suivre et se résume à deux prénoms, Sicard et Isarn. Isarn Ier, Sicard II, Isarn II, Sicard III, et j'en passe et des meilleurs. Même si aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr de la chronologie exacte. En général, l'histoire ne retient pas grand-chose de ces premiers vicomtes, si ce n'est la fondation d'un monastère de ci ou de là. On retrouve bien sûr quelques dissensions entre les vicomtes et leurs voisins. C'est particulièrement le cas avec Sicard IV, dit le Vieux, même si personnellement je l'aurais plutôt appelé Sicard le Belliqueux, qui, dès 1141, entre en conflit avec Roger Ier Trencavel au sujet de leur domination sur l'abbaye Saint-Benoît de Belcel, monastère à l'origine de la ville de Castres. Un accord de paix est trouvé dès le mois de septembre. Mais bientôt, les deux anciens ennemis s'allient pour combattre le comte de Toulouse, Alphonse Jourdain, qui je le rappelle est quand même leur suzerain théoriquement, jusqu'à ce que ce dernier soit capturé et qu'on le force à signer un traité. Comme quoi, quand les intérêts sont convergents, on redevient vite amis. Mais ce n'est pas tout, car il combat aussi dans la Grande Guerre méridionale, aux côtés du comte Raymond Béranger IV de Barcelone, et encore une fois, contre ce pauvre Alphonse Jourdain de Toulouse. Deux sujets dont on aura probablement l'occasion de reparler. Sauf qu'avec les fils de Frottard III, en 1219, tout va se compliquer.
Ça marchait très bien avec Sicard ou Isarn. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenté Frottard? Tout d'abord, avec eux apparaît une controverse moderne. Selon les documents laissés par Michel de Bernis, l'archiviste du comte Gaston IV de Foix, Frottard III n'aurait en fait pas eu d'héritier, et ses successeurs seraient les fils de sa sœur, Alix et de Baudouin de Toulouse, vicomte de Bruniquel et frère du comte Raymond VI. C'est ainsi que le vicomte Pierre III, au XIVe siècle, prend le nom de Toulouse-Lautrec afin de se donner une origine plus prestigieuse dans la famille des comtes de Toulouse. Sauf que cette thèse a été récemment démentie par l'historien Philippe Zalmen Ben Nathan, qui pour cela s'appuie sur une généalogie de la même époque, ainsi que sur les différentes incohérences induites par la première théorie. Par contre, si vous m'avez bien suivi, vous avez dû faire le lien entre Frottard III de Lautrec d'une part, et le membre le plus connu de la famille de Lautrec, qui n'est autre que le peintre de Montmartre du XIXe siècle, Henri de Toulouse-Lautrec, qui porte donc le nom issu de cette imposture historique. Pour en revenir à Frottard III, le principal problème réside dans sa succession. Il laisse deux fils, Sicard VI et Bertrand Ier. On en revient donc au château d'Ambre, qui appartient au premier, à la suite de la mort de son père en 1219. Si l'édifice nous avait laissé quelques vestiges, peut-être qu'il nous parlerait de cette époque troublée. En effet, on est alors en plein dans la croisade des Albigeois, un conflit qui agite grandement le Languedoc. Les deux frères vont tous deux y prendre part, chacun dans un camp différent, très sûrement pour que la famille soit forcément dans le camp des vainqueurs. Mais revenons-en quelque temps en arrière. Dès l'an 1165, les vicomtes de Lautrec se retrouvent mêlés au catharisme. En effet, cette année-là a lieu le concile de Lombers, au château du même nom, une forteresse qui appartient à un vassal du vicomte de l'époque, Sicard V. Cette rencontre oppose des envoyés du pape, ainsi que des parfaits cathares, et elle se conclut par la déclaration du catharisme comme étant une hérésie. S'ensuit alors en 1209, donc 44 ans plus tard quand même, l'appel à la croisade par le pape Innocent III, qui n'avait d'innocent que le nom, un appel suivi par de nombreux nobles venus du nord du royaume, dont un certain Simon IV de Montfort, qui deviendra chef de la croisade. Cette croisade, loin de lutter contre les seuls cathares, finit souvent par s'opposer au vicomte Trencavel et parfois au comte de Toulouse. Mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet, nous y reviendrons dans une série dédiée. On retrouve les deux frères lors de batailles d'envergure, Sicard VI avec les croisés à Baziège, et Bertrand Ier en tant que capitaine défenseur de la Barbacane du château Narbonnais, lors du siège de Toulouse. Sauf qu'en 1224, suite à plusieurs victoires languedociennes, Sicard VI quitte la croisade et rejoint le comte Raymond VII de Toulouse. Ainsi, en 1226, après l'entrée en guerre du roi Louis VIII, il perd ses terres avec la reddition du Languedoc. Il les retrouve rapidement, grâce à ses relations chez les croisés, tandis que son frère Bertrand doit attendre 1235 pour faire de même. On remarquera tout de même la force des vicomtes de Lautrec, qui, là où de nombreux autres seigneurs languedociens, comme les comtes de Toulouse ou les Trencavel, sont rapidement disparus après la croisade, en sont ressortis survivants, voire même grandis. Cela vous paraissait compliqué jusque-là? Attendez la suite. Sicard VI a 8 enfants, dont 4 vont hériter de part de la vicomté, qui se retrouvent donc totalement morcelés. Heureusement, ce n'est pas le cas du château d'Ambre, qui lui n'appartient qu'à Almaric Ier et à ses descendants. Donc en se concentrant uniquement sur Ambre, on va même pouvoir tricher un peu, et éviter dans un premier temps l'arrivée d'autres familles à la vicomté, comme par exemple en 1296, lorsque Philippe Ier de Lévis-Mirepoix devient co-vicomte. Le château d'Ambre continue sa route paisible jusqu'au petit-fils d'Almaric Ier, qui s'appelle Almaric III. Alors oui, ils sont pas très originaux, il y a eu 9 Sicards, 5 ou 6 Isarnes, 7 Pierre, et maintenant 3 Almaric, mais bon, c'est l'époque qui faisait ça. Bien que l'héritier direct d'Almaric III soit Almaric IV, encore ce foutu prénom, il semble que le château d'Ambre en lui-même soit offert en héritage à 2 de ses frères, Sicard et Archambault, tous deux évêques. Ces deux-là vont tout vendre à Gaston III de Foix-Béarn. Ce dernier, plus connu sous le nom de Gaston Phébus, est l'un des plus adroits aristocrates du XIVe siècle. Comte de Foix, seigneur de Béarn, il va profiter de la guerre de 100 ans pour s'émanciper du pouvoir du roi de France et du roi d'Angleterre, mais aussi pour agrandir cette domaine. Pour comprendre quel intérêt il avait à entrer en possession de cette bâtisse, il est bon de savoir que Gaston Phébus était aussi vicomte de Lautrec. En effet, il hérite d'une part, offerte à son père par le roi, et qui appartenait auparavant aux descendants de Bertrand Ier, Vous vous souvenez? avant que Bertrand III ne l'échange avec Philippe IV le Bel contre la vicomté de Caraman. En tout cas, tout est tel que l'arrivée de Gaston Phébus va tout changer. Le château d'Ambre, alors décrit en mauvais état, va connaître une nouvelle jeunesse. Encore une fois, le château d'Ambre peut témoigner de la situation de la vicomté. Celle-ci s'est stabilisée autour de 4 grandes familles, les Toulouse-Lautrec, les Lévis-Lautrec,
les Arpajons et enfin les voisins. Ce sont ces derniers qui possèdent le château d'Ambre, jusqu'à la mort sans héritier De Louis de Voisin en 1622. Dès lors, le château passe aux mains de Lysander de Gélas, marié à la sœur de Louis, Ambroise. On approche alors des derniers propriétaires, et donc des derniers vicomtes. Et ceux-là ne sont pas des inconnus. À l'instar de l'époque de Gaston Phébus, le château accueille à nouveau entre ses murs de prestigieux propriétaires. Sous Daniel François de Gélas, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, le titre de seigneur d'Ambre devient baron, c'est-à-dire qu'il rend directement hommage au roi de France, et un régiment de l'armée royale prend le nom de régiment d'Ambre. En effet, le bougre est maréchal de France, la plus haute dignité de l'armée, en récompense de ses services lors de la guerre de succession de Pologne, puis celle d'Autriche. Et le propriétaire suivant est encore plus illustre, puisqu'il s'agit du duc Philippe de Noailles, lui aussi maréchal de France, et ambassadeur auprès de plusieurs rois en Europe. Bref, un grand aristocrate de la fin de l'Ancien Régime. Il participe aux mêmes campagnes que Daniel François de Gélas, et montre une grande bravoure au combat. Il connaît néanmoins une fin malheureuse, puisque n'ayant pas immigré à la Révolution, il est guillotiné sur place publique le 27 juillet 1794. Oui, car notre pauvre duc est accusé d'avoir participé à une des conspirations des prisons. À la même époque, la baronnie d'Ambre et la vicomté de Lautrec sont abrogées, emportées par la tourmente révolutionnaire, comme d'ailleurs tous les autres titres nobiliaires. Et le château d'Ambre, qualifié comme étant l'un des plus remarquables du pays, est démantelé sur ordre de la Convention, certainement pour éviter qu'il ne serve de refuge à ses ennemis. Et ce n'est pas là le dernier malheur pour ceux qui fuient la puissante forteresse d'Ambre. Comme dans de nombreuses communes françaises, les vestiges sont ensuite pillés, servant de carrière de pierre jusqu'à la moitié du XIXe siècle, ce qui provoque la disparition totale de l'édifice. Il n'y a donc plus de château d'Ambre, tout juste une rue portant le nom de rue du Château, et une autre portant le nom de Gaston Phébus. Malgré cela, il y a très certainement des vestiges archéologiques enfouis, mais aucune fouille directe n'a été entreprise. Si je dis qu'aucune fouille directe n'a été menée, c'est parce qu'en 2013, à l'occasion de l'édification d'un pavillon en contrebas du château, des fouilles préventives sont menées par la société Hadès. Elles mettent à jour 5 bâtiments incendiés, ainsi que de nombreux silos, et ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est-à-dire des restes du fossé défensif du château. Et les dimensions sont impressionnantes avec 6 mètres de largeur pour 4 de profondeur. En conclusion, le château d'Ambre est le témoin parfait de l'histoire complexe de la vicomté de Lautrec. Il est apparu dans les archives au XIIIe siècle, lors des premiers éclatements de la vicomté, et a ensuite suivi les vicomtes en passant d'une branche à l'autre, jusqu'à être détruit à la Révolution, image même de ce qu'a été le sort de la vicomté, abolie à cette époque. De même, si la vicomté de Lautrec a cette particularité propre d'être grandement morcelée entre plusieurs co-vicomtes, elle n'est pas un cas unique. Et surtout, apparaissant au premier temps de la féodalité, elle a su traverser les siècles jusqu'à la Révolution. D'origine commune avec les vicomtés Trencavel, elle a connu une grande stabilité sous les 9 premiers vicomtes, et elle a par la suite su survivre aux déboires de la croisade des Albigeois, contrairement à de nombreux domaines du midi de la France. Malgré l'éclatement qui s'est ensuivi, elle a connu des heures de gloire sous de grands propriétaires, comme Gaston Phébus ou Philippe de Noailles, mais aussi avec Henri III de Navarre, devenu roi de France sous le nom d'Henri IV, que l'on n'a pas mentionné dans la vidéo, mais qui fut co-vicomte de Lautrec. Pour les besoins de la vidéo, je me suis embêté à faire des petits morceaux de l'arbre généalogique des vicomtes. Du coup, à y être, je me suis dit que je pouvais me faire suer un peu plus, histoire de vous proposer un arbre plus ou moins complet de la famille. Donc le voici, il est cadeau. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si jamais cela vous a plu. Et j'espère vous retrouver bientôt sur Magna Historia. Je vous souhaite une bien bonne journée. Au revoir.